Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons étudier la digestion des aliments. Je vous rappelle que la digestion se fait au niveau de l'appareil digestif ou système digestif, qui est l'ensemble des organes responsables du processus de digestion. Et que le système digestif est composé du tube digestif et des glandes annexes. Le tube digestif, bouche, pharynx, œsophage, estomac, intestin grêle et gros intestin jusqu'à l'anus. Et les organes annexes sont les dents, la langue, les glandes salivaires, la vésicule biliaire, le foie et le pancréas. Si vous n'avez pas maîtrisé ces notions, je vous renvoie à l'introduction, la première vidéo que j'avais faite sur les notions indispensables à connaître. Dans cette introduction, nous avions vu également que la digestion, c'est la transformation des aliments en nutriments assimilables par les cellules. Transformation de grosses molécules alimentaires en nutriments, c'est-à-dire petites molécules absorbables par les cellules. N'oubliez pas que pour construire votre corps, vous avez besoin de matière et d'énergie. Et ce sont les aliments qui les apportent. Alors la digestion s'effectue comme un travail à la chaîne, tout au long du tube digestif. Quand vous mangez un aliment solide, qu'est-ce que vous faites? Vous broyez cet aliment, vous le fragmentez. Il y a un brassage et mélange des aliments assurés respectivement par les dents et la langue. Ça, c'est une action mécanique. Et pendant la mastication donc, les particules alimentaires solides ou granuleuses en grains sont dégradées, broyées, coupées en morceaux très petits, puis rassemblées, agglomérées pour former une boulette ou bol alimentaire, lubrifiée, humide, mouillée grâce à la salive et compacte. Cette action donc au niveau de la bouche est une action mécanique. Vous avez coupé, vous avez broyé, vous avez cassé. Et la digestion, en fait, justement, c'est ça. C'est des coupures, on casse, on broie, etc. Ce n'est pas une synthèse où on rassemble des molécules. Non, c'est le contraire. On sépare les molécules entre eux. Et donc, c'est une action donc mécanique, oui, mais il existe aussi une action chimique. Alors nous allons étudier cette première unité, la digestion au niveau chimique, au niveau de la bouche, en réalisant une première expérience d'abord très simple. Vous allez mettre un morceau de pain blanc qui contient 80% d'amidon, alors que l'autre pain contient beaucoup moins d'amidon, dans la bouche en mastiquant 10 minutes sans l'avaler. Si vous pouvez, parce que quand vous mettez du pain dans la bouche, vous l'avalez tout de suite, même pas après 2 minutes. Mais essayez de le faire, de le mettre dans la bouche et de le mastiquer. Regardez votre montre et mastiquez pendant 10 minutes. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Et surtout, choisissez du pain blanc. Allez, je vous attends. D'accord. Alors, la question que je vais vous poser, quel est le goût de ce pain blanc mastiqué au bout de ces 10 minutes? Et ne trichez pas. Eh bien oui, ce pain blanc mastiqué au bout de ces 10 minutes, avant d'être avalé, est devenu une boulette ou bol alimentaire très humide avec un goût sucré. Oui, un léger goût sucré, c'est pas du sucre, mais il a un léger goût sucré. Alors, que s'est-il donc passé? Pour répondre à cette question, on doit analyser, décortiquer un peu ce qu'on a fait. On a pris un morceau de pain blanc solide qui contient de l'amidon. On l'a mastiqué, on l'a mélangé avec de la salive et il a donné un bol alimentaire au goût sucré. D'accord. Mais qui est responsable du goût sucré? Le goût sucré n'existait pas. Donc il s'est passé une réaction chimique. Pour comprendre ce qui s'est passé, nous devons donc analyser les constituants du pain. Alors, le pain blanc contient 80% d'amidon. Nous allons donc voir si c'est l'amidon qui a donné cette substance au goût sucré après une digestion dans la bouche. Alors, qu'est-ce que c'est l'amidon? En fait, l'amidon, c'est de la matière organique. Et je vous rappelle que la matière organique ou matière carbonée contient du carbone bien sûr, de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote, etc. Donc d'autres éléments.
Et cette matière organique, qui est au contraire de la matière minérale synthétisée par des êtres vivants, eh bien, elle est classée en 3 constituants principaux. On a les glucides, communément appelés sucres, les protides, les protéines font partie des protides, et les lipides. Et l'amidon, eh bien, il fait partie des glucides. En fait, l'amidon, c'est une macromolécule, une très grosse molécule. Elle est constituée de centaines, voire de milliers de molécules de glucose, les unes collées aux autres. Comme vous le voyez sur cette image, vous avez donc une molécule d'amidon où les molécules de glucose donc, se relient entre elles et nous avons le nombre 1, 2, 3 jusqu'à N. N peut être de 800 à 3000, un très grand nombre vraiment. Et cette chaîne d'amidon, eh bien, elle est ramifiée. Là, je ne l'ai pas dessinée ramifiée, mais elle est ramifiée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'amidon, même si c'est un glucide, un sucre, on dit un sucre, mais il n'a pas un goût sucré. Par contre, le glucose a un goût sucré, d'où notre hypothèse. L'amidon, en subissant la digestion au niveau de la bouche, s'est fragmenté en molécules très petites, le glucose, ou des molécules intermédiaires entre l'amidon et le glucose qui auront un goût sucré, comme le maltose par exemple, qui est constitué de 2 molécules de glucose. Alors nous allons donc tester cette hypothèse que c'est la digestion au niveau de la bouche qui a transformé l'amidon en molécules beaucoup plus petites. Pour cela, nous allons utiliser de l'emploi d'amidon. Alors comment on prépare l'emploi d'amidon? C'est simple, on dissout 1 g de poudre d'amidon dans 10 ml d'eau distillée, on agite, on obtient du lait d'amidon, il est blanc, l'amidon étant insoluble dans l'eau. On fait bouillir en mélangeant. Et on mélange toujours et on verse cette suspension chaude dans 70 ml d'eau froide, puis on agite. On remet à ébullition 1 à 2 minutes en remuant lentement durant toute la période de chauffe jusqu'à éclaircissement. Et la solution obtenue est visqueuse comme de la colle, donc solution colloïdale, translucide, peu trouble et non blanche. Maintenant, on peut débuter notre expérience en ayant en tête l'hypothèse de départ. L'image que vous voyez montre le protocole expérimental mis en place. Dans un tube à essai noté numéro 1, on met de l'emploi d'amidon. Dans le tube numéro 2, on met de l'emploi d'amidon plus de la salive. Et on met le tout au bain-marie à 37 degrés. Et on attend 10 minutes. Maintenant, pour prouver que l'amidon est toujours là ou bien l'amidon a disparu, nous aurons besoin d'un réactif. Et le réactif adéquat, c'est l'eau iodée. L'eau iodée est de couleur jaune, mais en présence d'amidon, elle est de couleur bleu-violet à noir, tout dépend de la concentration de l'amidon. Et nous allons faire donc ce test à l'eau iodée en début d'expérience pour prouver d'abord que l'amidon est là, et à la fin de l'expérience, peut-être pour prouver que l'amidon a disparu. Pour cela, nous allons prendre un tube que nous noterons 1' et nous mettrons les mêmes constituants que le tube numéro 1, c'est-à-dire de l'emploi d'amidon. Dans le tube 2', nous mettrons aussi les mêmes constituants que le tube numéro 2, c'est-à-dire de l'emploi d'amidon plus salive, et nous ferons le test à l'eau iodée, un test à froid. Parce que si vous faites le test à l'eau iodée à chaud, eh bien, on aura un résultat négatif. Maintenant, vous devez être capable de répondre à ces questions. 1. Quel est le rôle du tube numéro 1? 2. Quel est le rôle du tube numéro 2? 3. Pourquoi le bain-marie est à 37 degrés? 4. Qu'indique le test à l'eau iodée en début d'expérience? 5. Qu'indique ces mêmes tests en fin d'expérience? T égale 10 minutes. Et 6. Que pouvez-vous en déduire? Alors, quel est le rôle du tube 1? Rappelons-nous le but de cette expérience. C'est pour prouver que l'amidon subit une digestion chimique par la salive. Eh bien, le tube 1 est un témoin. Il n'y a pas de salive. Donc, normalement, il n'y avoir pas de disparition d'emploi d'amidon ou de l'amidon tout court. Donc, le tube 1, c'est pour ça. Il témoigne
que la salive a un rôle, si bien sûr le résultat est positif du tube numéro 2. Quel est le rôle du tube numéro 2? Eh bien, le tube 2 est le tube expérimental. La salive, variable que l'on teste, est responsable de la digestion chimique de l'amidon. C'est un résultat. Et grâce aux résultats donnés par ce tube, on prouvera notre hypothèse ou non. Pourquoi le bain-marie est à 37 degrés? Dans une expérience in vitro, il faut respecter les conditions in vivo. Or, in vivo, la digestion se passe dans la bouche, à une température environ de 37 degrés. Quatrièmement, qu'indique le test à l'EED en début d'expérience? Eh bien, le test indique la présence d'amidon dans les deux tubes. Qu'indiquent ces mêmes tests en fin d'expérience? T égale 10 minutes, eh bien dans le tube témoin, il y a toujours la présence d'amidon. L'amidon n'a pas disparu. Mais dans le tube expérimental, il n'y a plus d'amidon. L'OIED est resté jaune. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, on peut en déduire qu'à une température de 37 degrés, en présence de salive fraîche, l'amidon disparaît. Mais comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, je peux en déduire que l'amidon, grâce à la salive, s'est transformé en une substance. Mais laquelle? Pour identifier cette substance, on va avoir besoin de la liqueur de Fehling. En effet, la liqueur de Fehling qui est initialement bleue, elle devient rouge brique à chaud en présence d'un sucre comme le glucose ou le maltose. Et le glucose et le maltose ont un goût sucré comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc on réalise ce test et en effet, on remarque que le tube numéro 2 expérimental, lorsqu'il est soumis à la liqueur de Fehling à chaud, eh bien il devient rouge brique. Cela donc valide notre hypothèse. Pour expliquer maintenant ces résultats, nous devons savoir ce qu'est la salive. La salive est un suc digestif. C'est une substance produite par des organes de l'appareil digestif, les glandes salivaires. Elle contient 90% d'eau et d'autres substances comme des enzymes, lipase, amylase. Mais ces enzymes salivaires ont peu d'activité. L'une des plus efficaces est l'amylase salivaire qui demande que les aliments glucidiques comme l'amidon séjournent suffisamment dans la bouche. Expliquons maintenant les résultats obtenus. La molécule d'amidon, qui est une macromolécule formée de centaines voire de milliers de molécules de glucose, va subir la digestion chimique grâce à l'amylase salivaire. En effet, l'amylase salivaire, qui est une enzyme digestive, va permettre un début de digestion de l'amidon au niveau de la bouche. Elle va accélérer en fait la réaction, permettant de couper les liaisons qui unissent les molécules de glucose, donnant ainsi des molécules plus petites au goût sucré, comme le maltose et le glucose. Alors, si je dis elle accélère, ça veut dire que cette réaction est possible sans l'amylase salivaire. Mais elle se fait durant un temps qui est très très long, des mois, pour avoir cette réaction-là. Donc l'enzyme, elle accélère cette réaction qui pouvait se faire, mais qui ne se fait pas en un temps rapide. Il faut savoir aussi que l'amylase salivaire ne réalise pas la digestion complète, c'est-à-dire la simplification moléculaire complète de l'amidon, car le maltose ainsi que les dextrines sont encore des molécules qui peuvent être digérées, simplifiées, pour donner des molécules de glucose. La digestion complète de l'amidon, eh bien, elle se fait au niveau du duodénum, au niveau de l'intestin, grâce à l'amylase pancréatique et d'autres enzymes. Il est temps maintenant de généraliser la digestion chimique au niveau de l'appareil digestif. En effet, la digestion chimique se passe à différents niveaux grâce aux sucs digestifs. Alors chez l'être humain, les sucs digestifs sont fabriqués dans différents organes. La salive est fabriquée par les glandes salivaires, le suc gastrique fabriqué par l'estomac, le suc pancréatique
fabriquée par le pancréas, la bile, fabriquée par le foie et stockée dans la vésicule biliaire, le suc intestinal, fabriqué par l'intestin grêle. Mais qu'est-ce que c'est au juste qu'un suc digestif? Les sucs digestifs sont des enzymes. Les enzymes sont biologiques et sont des catalyseurs de réaction. Elles facilitent, accélèrent une réaction. L'amylase salivaire, c'est une enzyme dite biologique. Elle agit à une température compatible avec celle d'un organisme vivant et elle n'agit que sur l'amidon. Les sucs digestifs fabriqués par les glandes digestives sont responsables de la transformation chimique des aliments en nutriments. Voyons maintenant toute la digestion chimique au niveau du tube digestif. Observez bien maintenant ce tableau. Il récapitule un peu la digestion chimique des aliments tout au long du tube digestif. Alors on a comme aliments l'eau, les sels minéraux, les vitamines, les glucides, les protéines, les lipides sont de la matière organique et les organes qui sécrètent les sucs digestifs, on a la bouche, l'estomac, le foie, le pancréas et l'intestin grêle. Prenons maintenant pour l'eau et les sels minéraux, ils ne subissent aucune digestion. Pourquoi? Parce que ce sont de petites molécules et nous savons que la digestion, c'est une simplification moléculaire de grosses molécules en molécules beaucoup plus petites. Prenons maintenant les glucides, l'amidon par exemple. Il subit une première digestion au niveau de la bouche pour donner du maltose, glucose et dextrine. Mais si l'amidon n'est pas dégradé au niveau de la bouche, il peut être dégradé au niveau du duodénum grâce au suc du pancréas, l'amylase pancréatique. Ensuite, les produits de ces transformations, comme le maltose, comme les dextrines, etc., ils vont donc être de nouveau simplifiés dans l'intestin grêle grâce à la maltase, par exemple, pour le maltose. Et on obtiendra finalement des molécules de glucose. Pour les protides, on va prendre par exemple les protéines. On a une protéine formée d'un enchaînement d'acides aminés, acide aminé à côté d'un autre, etc. Et au niveau de la bouche, il ne se passe rien. Mais au niveau de l'estomac, on a la peptine qui va commencer à simplifier la protéine. Au niveau du duodénum et de l'intestin, cette simplification moléculaire des protéines va se poursuivre grâce aux protéinases, les peptidases, etc. Et bien sûr, dans l'intestin grêle, on obtiendra des acides aminés grâce à des enzymes, on a les aminopeptidases. Pour les lipides, eh bien, ils sont émulsionnés au niveau du duodénum grâce à la bile qui est sécrétée par le foie. Qu'est-ce que c'est qu'une émulsion? Les lipides, vous savez, ils ne sont pas solubles dans l'eau. Et comme ils ne sont pas solubles, l'action des enzymes ne peut se faire. Donc la bile va rendre les lipides solubles. Et donc on aura grâce à une lipase la dégradation des lipides, la simplification des lipides en acides gras plus alcool. Donc ce que vous voyez maintenant comme résultat de la digestion, au niveau de l'intestin, on aura du glucose, des acides aminés, des acides gras plus des alcools. Toutes ces molécules sont très petites et assimilables par les cellules. Maintenant, ce que vous devez retenir. Bilan à retenir, la transformation des aliments en nutriments, la digestion. On a une transformation mécanique. Les aliments subissent une transformation mécanique tout le long du tube digestif. Découpage, brassage, broyage, progression dans l'intestin des aliments. Et ils subissent aussi une transformation chimique. Les aliments donc subissent également une transformation chimique ou simplification moléculaire sous l'action d'enzymes digestives libérées par des glandes de la bouche, de l'estomac, du pancréas et de l'intestin grêle. Ces enzymes fonctionnent correctement à la température corporelle, 37 degrés à peu près, et tout dépend de l'acidité ou basicité du milieu. Ces aliments sont alors transformés en nutriments, c'est la digestion chimique. Il reste maintenant une question importante. Où
et comment les nutriments quittent-ils l'appareil digestif pour rejoindre toutes les cellules de notre corps, cellules du cœur, du foie, etc., pour être utilisés. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. À la fin de ce chapitre, vous devez savoir définir les termes suivants: tube digestif, appareil digestif, glande digestive, suc digestif, enzymes, amidon, glucose, nutriments. Être capable d'expliquer le trajet des aliments que l'on mange, la différence entre le tube digestif et l'appareil digestif, le principe de la digestion mécanique et chimique. Vous devez être capable de représenter schématiquement le tube digestif complet, bouche, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin, anus, l'appareil digestif complet, le tube digestif, plus les glandes salivaires, le foie, le pancréas, c'est-à-dire donc les organes annexes. Savoir légender l'appareil digestif, et bien sûr, il y a d'autres objectifs, comme savoir énoncer des hypothèses plausibles, savoir interpréter, analyser une expérience, pouvoir aussi critiquer un protocole expérimental. Alors ne partez pas, pour les curieux, vous avez ici certaines données qui peut-être vous intéresseront si vous êtes curieux.